J'ai eu la chance de découvrir M. Mohamed Younous, il est écrivain, mais tenez bien, son parcours m'a beaucoup épaté. C'est dans ce sens-là que je l'ai invité, bien sûr, à s'asseoir avec nous et discuter de son livre. Sachez tout simplement que M. Mohamed Younous, il est expert en finance et puis il est aussi écrivain. Mais il écrit dans le domaine de la politique. Donc avec lui, nous allons définir quelle est, bien sûr, la conciliation entre la politique et les finances, même si, bien sûr, les deux vont de pair. Monsieur Mohamed Younous, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kwasi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous ai vu aux journées de promotion économique de la Côte d'Ivoire. Vous avez exposé. Et comme je disais tout à l'heure, vous êtes expert en finance. Alors, parlez-nous un peu de vous d'abord avant qu'on arrive au livre. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi. Je dirais que c'est à ivoiretv.net le merci et à travers vous. Et c'est une belle opportunité que vous me donnez là de m'exprimer, de pouvoir m'exprimer face à la diaspora américaine. Et donc, lors des journées de promotion économique, j'ai pu exposer le livre Côte d'Ivoire en route vers l'émergence, qui effectivement est un livre qui ouvre une certaine lucane aux investisseurs qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes financier, oui, de par votre formation, expert en finance. Vous parlez du livre qui, plus ou moins, s'accroche à la politique parce que vous avez parlé vous tracez un peu la route vers l'émergence. Et on ne peut pas y arriver éventuellement sans faire de la politique, quand on fait de la politique sans écorcher. Alors, faites-nous un peu la liaison entre les finances et le livre. Je n'ai personnellement jamais séparé ces deux domaines. Pour moi, les financiers s'intéressent aussi bien à la politique. Et la politique, tout comme la politique s'intéresse aussi à la finance et à d'autres domaines. Donc, en tant que financier, je m'intéresse, je suis soucieux du développement économique et social de mon pays. Donc, en tant que financier, tous les ratios, tous les indices et autres m'intéressent. Donc, quelque part, pour moi, politique, économie, finance, c'est tout un système, c'est tout un moule qui vont ensemble. Donc, en tant que financier, je m'intéresse et quand vous lirez le livre, je m'intéresse à certains points. Ne pas dire à certains sujets comme la bonne gouvernance. Je m'intéresse à certains sujets comme la lutte contre le chômage. Je m'intéresse à certains sujets comme les grands investissements, donc, etc. Vous voyez que la finance ne s'éloigne pas de tout ça, puisque je vais donner un exemple simple. Investir, les grands investissements, la base c'est vraiment la finance. Alors, dites-nous un peu, depuis quand vous avez développé le goût de vouloir écrire, parce que je sais que la plupart du temps vous êtes dans de grands chiffres, vous êtes devant votre ordinateur, et depuis quand avez-vous développé le goût d'écrire, et quel est le temps matériel que ça vous a pris pour pouvoir sortir ce livre que je présente ici, Côte d'Ivoire, en route vers l'émergence? Oui, je dis, mon goût pour la lecture, pour l'écriture, je dirais c'est un goût qui date de mon enfance. Je me rappelle encore, revenant du lycée, je fais le lycée garçon de Benjerville, et je pense que les samedis, dimanches quand même, je restais sous les arbres pour lire. Mais je lisais un peu de tout, je lisais les grandes revues en finance, je lisais aussi les romans qu'on nous imposait à l'école. Donc, du coup, je m'intéresse d'abord à la lecture d'abord. Ensuite, dans mon développement, je dirais professionnel, j'ai décidé de m'octroyer cet espace-là pour pouvoir m'exprimer. Donc, pour moi, écrire, après avoir eu un goût pour la lecture, écrire, pour moi, c'est pouvoir m'exprimer. Pour moi, c'est me donner un espace d'expression sur ce qui m'intéresse. Voilà pourquoi j'ai écrit sur des aspects qui touchent un peu à la finance, mais touchent au développement et à la politique. Donc, c'est un amour d'enfance, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je matérialise ce goût pour la lecture et pour l'écriture à travers un ouvrage de 130 pages, Côte d'Ivoire en route vers l'émergence. Alors, Côte d'Ivoire en route vers l'émergence, et sur la page couverture, nous voyons bien sûr la photo du président Alassane, des deux présidents,
Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi typiquement cette photo? Est-ce aussi une façon de faire la cour au président? Vous savez que bien sûr, je ne suis pas le seul à vous poser cette question. Non, mais il faut dire que souvent les gens ont tendance à voir la cour rapidement. Mais en réalité, je pense que oui, cette photo est emblématique quand même. Et vous n'avez pas précisé, mais les deux présidents sont main dans la main. Mais je sens que ils sont main dans la main. Et si vous avez remarqué aussi, ils regardent dans la même direction. Donc je pense que c'est cette vision qu'on a de la Côte d'Ivoire. C'est la paix. Ça symbolise la paix. Ça symbolise l'unité dans le travail. Et donc je pense que c'est ce qui a permis au président, c'est cette force, cette union qui a permis au président de la République quand même de terminer un premier mandat avec un bilan assez prometteur. Alors, votre livre a été préfacé par le président Bédié. Alors, donnez-nous un peu succinctement de quoi le président a dit dans ces pages. Oui, le président Bédié qui a accepté de préfacer le livre et que je remercie au passage. Et dans sa préface, je pense que, comme tout le monde, il encourageait déjà, puisque c'est un livre plus ou moins qui tire dans son chapitre 2 le bilan du travail qui a été fait depuis 5 ans. Donc le président Bédié, dans sa préface, encourageait la continuité dans ce travail. Donc c'est une préface qui appelle les Ivoiriens à se mobiliser dans cette dynamique et pour conduire le pays vers le développement. Alors, monsieur Mohamed Younous, à la page 24, vous parlez de faire de la politique autrement. Alors, quelle autre manière de faire la politique voyez-vous ici, ou quelle politique a été pratiquée qui selon vous aujourd'hui devait être écartée pour faire de la politique autrement? Votre question est d'actualité et on va observer ensemble ce qui se passe au Gabon. Vous voyez que cette façon de terminer les échéances électorales et qui est récurrente en Afrique n'est pas digne de l'Afrique. C'est ce que j'appelle faire de la politique autrement. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable, nous, Africains, d'organiser des élections et que celui qui a gagné, et celui qui a perdu prend son téléphone, il appelle celui qui a gagné pour le féliciter. Nous rêvons, je pense que la jeune génération, nous rêvons de cela. Nous sommes amoureux de la démocratie à l'américaine. Et bientôt, Hillary et Trump s'affronteront dans des débats francs, où chacun viendra défendre son projet pour la République. C'est de ça que nous rêvons, nous la nouvelle génération. Et c'est ce que j'appelle faire de la politique autrement. Alors moi, la question que je voudrais vous poser, pourquoi seulement en Afrique francophone? Puisque l'Afrique anglophone ne connaît pas ce genre de politique autrement. Oui, je pense qu'après, on dirait que les anglophones, du moins les pays qui relèvent un peu d'une tradition anglophone, ont peut-être vite compris. C'est les pays qui ont compris que la stabilité politique est vraiment liée à la démocratie et il faut savoir aller à des élections, gagner ou perdre. Donc, effectivement, les pays francophones ont intérêt à se ressaisir et je pense qu'il y va de la paix dans la sous-région. Sincèrement, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et voilà pourquoi je m'exprime dans ces lignes. Apprenons à faire la politique autrement. La démocratie, pour moi, c'est une belle pratique, mais il faut y mettre du bon sens, de la bonne foi, et on verra que c'est aussi simple que ça. À la page 69 de votre livre, vous parlez de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Quand on sait, bien sûr, que nos pays africains sont des pays les plus corrompus au monde, alors vous, selon vos recherches, selon votre analyse, selon votre vision, comment lutter contre la corruption en Afrique et comment, de par la corruption, appliquer la bonne gouvernance? Merci. La corruption, effectivement, gangrène notre société, nos sociétés en général en Afrique. Et je l'ai dit, l'exemple de la Côte d'Ivoire, avant qu'on parlait de corruption, tout le monde avait les yeux tournés sur les forces de l'ordre,
parce que c'est ce qui était visible, ou pour ne pas dire que c'est ce qui est visible. Et je l'ai dit dans l'ouvrage, la corruption gangrène en réalité plusieurs domaines de notre société. Et ça freine énormément les affaires dans nos pays. Et ce que j'ai à dire pour la lutte contre la corruption, c'est ce que le gouvernement en place essaie en Côte d'Ivoire de mettre en place, ce sont les réformes. Ce sont les réformes. Il faut réformer et aller dans le sens où le corrupteur et le corrompu auront même peur de s'adresser la parole. Parce que la corruption, on a l'impression que en Afrique, ça permet d'aller vite, mais en réalité, ça nous tire vers le bas. Ça nous tire vers le bas. Et pour moi, il faut réformer, il faut prendre chaque secteur, analyser concrètement tous les éléments qui permettent des fuites ou qui permettent à des personnes de conclure, par exemple, des contrats, alors même qu'elles ne sont pas celles qui sont habilitées à conclure. Il faut mettre en place des réformes pour essayer de verrouiller tout ça. C'est très simple. Si certains pays l'ont réussi, ce n'est pas nous qui n'avons pas le réussi. Il suffit de s'asseoir, travailler, et je ne vois pas là de solution efficace, de solution globale efficace. Non. On doit rechercher des solutions secteur par secteur, essayer de voir dans tel secteur quels sont les facteurs qui permettent, qui ouvrent la porte à la corruption, et dessiner en termes de réforme toutes les solutions qu'il faut. Alors, monsieur Younos, à vous entendre, je m'excuse de vous couper la parole, à vous entendre, vous dites on doit, il faut. Est-ce que vous ne pouvez pas nommer ici de qui parlez-vous? Est-ce que vous pouvez les nommer? Est-ce le gouvernement en place? Est-ce les responsables de certaines structures gouvernementales? De qui parlez-vous quand vous dites on doit, il faut? Je parle des autorités publiques, de celles qui ont en main les manettes pour accompagner la gouvernance de notre pays. Je parle du gouvernement qui est celle-là qui est compétente pour décider de réformes. Est-ce que dans le livre, moi je l'ai lu, mais je voudrais que vous le dites, est-ce que dans le livre vous avez parlé de manière nominative, voilà, est-ce que vous avez cité expressement le gouvernement, est-ce que vous avez cité expressement nos responsables en charge de ce domaine? Oui, bien sûr. J'ai donné l'exemple de la police. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, effectivement, la corruption policière a bien diminué. C'est encouragé. Dans le livre, on demande à ce que ça continue. Mais aussi, on ne dit pas de bercer les bras ou de croiser la main, mais il faut continuer. Il faut continuer. Je pense que les ministres font ce qu'il faut, mais tout n'est pas encore gagné. Parce que vous savez, dès qu'on lève le pied, je pense que ça recommence. Donc c'est une vigilance accrue qu'il faut dans toute cette lutte contre la corruption. Je cite certains exemples, notamment dans l'administration publique aujourd'hui, à la fonction publique. Je pense que la dématérialisation des services a quand même permis de réduire aussi la corruption, notamment où chacun pouvait se permettre voilà, de venir avec n'importe quel papier ou de se faire imprimer n'importe quel papier. Aujourd'hui, avec des systèmes décentralisés, centralisés, pardon, informatisés, on a pu quand même réduire la corruption aussi dans l'administration. Donc effectivement, il y a des réformes qui sont comme ça en train d'être mises en place. Il faut que ça continue dans chaque secteur. Alors, monsieur Mohamed Younos, est-ce que, de par les recherches que vous avez faites, est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non nos premiers responsables sont eux-mêmes corrompus? Je vais parler des ministres, parce que la plupart du temps, on voit des policiers, c'est eux qu'on cite le plus souvent. Mais on oublie aussi qu'il y a des ministres qui appliquent la corruption. Et puis un moment où le président de la République est sorti pour dire hey, je vous interpelle. Si vous voulez faire un marché, faites le marché d'appel, ne faites pas des marchés de gré à gré. Alors est-ce qu'un marché de gré à gré signifie automatiquement corruption? Non, un marché de gré à gré ne signifie pas automatiquement corruption. Parce que le président même l'a dit, lorsqu'on est sorti de la situation difficile de 2010-2011, et le gouvernement, pour aller vite, a facilité certaines conclusions de marché par le gré à gré. Et le gré à gré n'est pas une clé de corruption, mais plutôt, c'est plutôt un facteur lié à la bonne gouvernance. Pourquoi aujourd'hui on conseille les appels d'offres? Ce n'est pas souci de bonne gouvernance, pour ne pas que M. Kouassi donne le marché gré à gré à son cousin,
Et vous voyez un peu, alors même que peut-être ce cousin n'a pas les compétences requises pour exécuter ce marché. Donc c'est lié à la bonne gouvernance plutôt, et non, le gré à gré n'est pas un fait de corruption. Donc aujourd'hui, l'État, dans son souci d'aller à la bonne gouvernance, essaie d'encourager tous les marchés en appel d'offres. Donc c'est ce qui est fait et il faut le saluer. Vous me demandez si est-ce que des autorités au haut niveau ne sont pas corrompues. Vous parlez des ministres. Je ne parle pas des ministres directement, mais je pense que c'est tout un système. C'est tout un système. Quand il y a la corruption, il y a forcément effectivement un certain niveau de responsabilité des responsables qui se laissent aller. Et je l'ai dit dans le livre, je l'ai dit que la corruption gangrène toute la chaîne. Donc, je pense que force doit être donnée aussi à la loi pour sanctionner tous ces responsables qui contreviennent à leurs responsabilités. Alors, monsieur Yunus, à la page 73 de votre livre, oui, vous parlez de climat des affaires et de la lutte contre le chômage. Alors, je vais scinder cette partie. D'abord, le climat des affaires. C'est ce qui vous a amené ici aux États-Unis et qui vous a permis d'exposer votre livre à l'occasion de cette journée de promotion économique ivoirienne. Et vous, en tant que jeune, parce que je sais que vous êtes né à Divo, vous êtes ivoirien, vous êtes diplômé en finance au Césage à Dakar, et puis vous êtes allé à l'école supérieure de management à Paris, où vous avez travaillé dans de grosses boîtes, vous en êtes sorti comme expert en finance. Alors vous avez eu la chance, certainement, de par votre compétence et votre cursus scolaire, vous avez eu la chance d'être inséré dans la vie professionnelle en Côte d'Ivoire. Par contre, il y a beaucoup de jeunes de votre âge, avec certainement le même niveau d'études que vous, qui sont encore en train de gérer des cabines. Votre analyse sur ces deux faits? Oui, c'est malheureux de le dire, effectivement, mais... Qu'est-ce que le livre dit concrètement sur ces deux faits? Le livre parle concrètement. Le livre ne fait pas que exposer les faits. Le livre donne aussi des pistes de sortie de certaines situations, notamment la lutte contre le chômage des jeunes. Et il faut dire que j'ai lié les deux dans le livre parce que le chômage peut être résorbé d'une part par le retour des investisseurs qui viennent investir, qui viennent ouvrir des usines, qui viennent créer des entreprises. Je pense que une fois le climat des affaires assaini, et je pense qu'en Côte d'Ivoire, il faut le dire, le climat des affaires s'est beaucoup assaini et continue de s'assainir. Voilà pourquoi il y a un engouement des hommes d'affaires de tout pays, de tous les pays pour la Côte d'Ivoire. Ça s'assainit, les investisseurs arrivent, ils viennent investir. C'est vrai, il faut le dire, absolument, leur installation va résorber une partie du chômage. Et comme je le dis dans le livre, le stock de chômeurs est tel que ça ne suffira pas. Parce qu'en même temps qu'ils embauchent des jeunes qui avaient des diplômes et qui sont à la recherche d'emploi, en même temps qu'ils les embauchent, il y a de jeunes qui terminent les études, qui reviennent aussi sur le marché. Et donc le stock qui s'est constitué depuis 10 années de guerre, et comment arriver à accompagner ces jeunes pour trouver un emploi et avoir une vie décente. C'est ce que je propose dans le livre. J'ai dit qu'il faut continuer à encourager ces jeunes à ne serait-ce qu'à s'organiser en groupement. J'ai salué l'initiative du ministre Sidi Touré en faveur des jeunes qui a consisté à financer des projets jeunes. Le financement des projets jeunes est bien, il faut l'encourager, mais je pense que individuellement ça peut être difficile. Je vais donner un exemple très simple. Encourager les jeunes et dégager des espaces agricoles. Vous me comprenez? Des hectares. Demander aux jeunes de s'organiser par exemple en 5, 10. On leur donne par exemple 10 hectares pour cultiver les produits vivriers, la tomate, de l'oignon. Vous me comprenez? Une fois ces jeunes sont financés, ils ont une activité qu'ils suivent, ils ont des débouchés pour livrer ces tomates, ces oignons sur les marchés. Vous voyez qu'on fait d'une pierre plusieurs coups. On lutte contre le chômage. En même temps, on lutte contre la vie chère, puisque les produits vivriers qu'ils cultivent permettent d'alimenter les marchés en grande quantité et donc baisse du coût de ces produits vivriers. Donc c'est ce que j'encourage un peu. Le financement, l'État doit continuer à financer, à dégager des budgets pour financer ces jeunes. Mais à défaut de les financer individuellement,
demander à ces jeunes de se regrouper, ne serait-ce qu'à créer des entreprises ensemble, mais bien suivies par l'État, c'est-à-dire contrôlées et suivies, conseillées, accompagnées par l'État. Et l'État doit dans sa responsabilité. De la même manière, l'État donne des hectares aux promoteurs immobiliers pour construire des maisons. Je pense qu'il faut dégager des espaces agricoles, dégager des espaces pour confier les jeunes. Ça leur permet d'aller dans l'agriculture. Vous me comprenez? Et même voir aller plus loin. Leur permettre la location d'engins. Parce que peut-être le jeune qui a la maîtrise, il s'est dit que il ne va pas retourner à la terre, aller s'abaisser pour taper la machette. Mais je pense que l'État pourra les accompagner par ces initiatives-là. Et j'en parle dans le livre. On a encore beaucoup d'autres idées à développer comme ça pour lutter contre le chômage des jeunes. Je pense que c'est de cette manière qu'on pourra résorber le problème du chômage qui est endémique. Vous comprenez? Sinon, l'environnement est assaini. Il continue d'être assaini par le gouvernement. Les investisseurs arrivent. Vous allez partout. Il y a un engouement des investisseurs pour la Côte d'Ivoire. C'est déjà bon. C'est bon pour nos jeunes. C'est très bon. Mais, comme vous le dites, il y a un groupe de jeunes qui est là, souvent même des promotionnaires à nous, qui n'ont pas de travail, qui ont un certain âge et donc qui ont du mal même déjà à rentrer sur le marché du travail au vu de leur âge. Je pense que l'État doit continuer à les aider de cette manière et on a d'autres solutions encore à proposer. Alors, monsieur Younous, voilà, au chapitre 3, tirons vers la fin de cette émission, au chapitre 3, vous parlez de l'Ivoirien nouveau. Alors, pour vous, c'est quoi ce concept d'Ivoirien nouveau? Est-ce que vous considérez vous-même comme étant un Ivoirien nouveau? L'Ivoirien nouveau, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié ce thème du président de la République, mais je crois qu'il a compris. Vous, en tant que jeune, Oui. Oublions le président de la République. Vous faites votre analyse de l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, c'est l'Ivoirien qui est soucieux de la salubrité dans son quartier. C'est l'Ivoirien qui est soucieux de la discipline dans les transports en Côte d'Ivoire. C'est l'Ivoirien qui est soucieux de l'ordre dans son environnement. Pour revenir, pour conclure, pour dire, pour aller à l'émergence, prenons l'exemple de tous les pays développés. Quand je voyage, je continue de voir, rien ne peut se bâtir durablement, rien ne peut se construire sans l'ordre, la discipline, l'organisation. Et c'est ce que le président de la République a accompli en parlant d'Ivoirien nouveau. Donc chacun doit faire son meilleur culpa dans tout ce qu'il fait mal dans la société et dire qu'il doit bien le faire pour la société. Et donc moi, je ne dis pas que je suis l'exemple, le prototype d'Ivoirien nouveau, mais j'essaie. Je pense que si chacun essaie... Et puis votre modestie en souffrir. Donc je pense que si chacun de nous, et c'est ce que je rappelle dans le chapitre 3 du livre, si chacun de nous, à son niveau, se pose chaque jour la question, est-ce que ce que je fais, je le fais bien pour mon pays? Je pense que nous irons à l'émergence facilement. Donc ça interpelle, le chapitre 3 interpelle un peu chacun de nous pour que nous prenions conscience que pour aller à l'émergence, le président, il n'a pas dit pour rien. On a passé 5 ans à bâtir des infrastructures et le deuxième quinquennat, on a parlé d'Ivoirien nouveau. Je pense que nous devions travailler sur ce concept. Chacun doit se remettre en question, se remettre en cause dans tout ce qu'il fait. Je pense qu'on atteindra l'émergence sur ses pas. Alors, monsieur Mohamed Younous, je voudrais au nom de la direction d'Ivoire TV vous remercier d'avoir accepté notre invitation à parler de votre ouvrage Côte d'Ivoire, en route vers l'émergence. Voilà, la régie me fait dire qu'il nous reste 2 minutes. Je vous donne 1 minute 30 secondes. Brièvement, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le livre? Comment inciter les gens à se procurer cet ouvrage? Où l'avoir? Qui est l'éditeur de ce livre? Et puis, quel est un message, en dernière minute, en 15 secondes, quel est le message que vous voulez bien sûr passer aux jeunes de votre génération? Merci, monsieur. Pour arriver à l'émergence, pour arriver à l'Ivoirien nouveau. Merci. Donc le livre Côte d'Ivoire en route vers l'émergence a été édité par la maison Harmattan en France et il traite en 130 pages. En 130 pages, le livre balaie, notamment dans son chapitre 2, tous les grands axes de gouvernance, notamment
la diplomatie qui aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé son lustre d'antan et sa notoriété auprès des autres pays. On traite de la justice où les efforts sont en train d'être faits pour extirper la corruption de notre justice. Je parle de la sécurité, effectivement. La lutte contre la sécurité, elle est permanente et ça continue. Je pense que le grand banditisme a diminué, mais la lutte contre ce qu'on appelle les microbes continue et va continuer. Je parle de la lutte contre la corruption. Je l'en ai parlé tout à l'heure, c'est une lutte qui doit être mesquine. Et je pense que ceux qui sont à charge de cette lutte doivent être un peu plus vicieux pour que nous y arrivons, parce que ce n'est pas facile. Je parle aussi dans ce livre de la lutte contre le chômage. Effectivement, j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion quand je vois la situation du nombre de jeunes qui ont un certain âge et qui n'arrivent pas à s'insérer. Donc vraiment, la réflexion doit venir de nous tous. Il faut concentrer les énergies, il faut qu'il y ait de la synergie dans la lutte contre le chômage des jeunes. Je parle de l'Ivoirien nouveau, chapitre 3. L'Ivoirien nouveau, comme je l'ai développé tout à l'heure, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, et de la plus bonne manière, parce que c'est pas en regardant que la Côte d'Ivoire est bâtie, on a des routes, on a des ponts, on a des barrages. C'est vrai, le gouvernement fait sa part, mais ça ne suffit pas. Chacun doit se remettre en cause dans ses attitudes, dans ses comportements. Et enfin, je parle aussi de la réconciliation nationale. Je pense qu'il faut y aller sincèrement. Et aujourd'hui, on ne peut rien bâtir sans la paix, on ne peut rien bâtir dans la haine. Donc je pense que la réconciliation nationale aussi doit continuer. C'est déjà un fait, mais il faut continuer à se parler entre Ivoiriens. On n'a qu'un seul pays. Et je pense qu'on a tout intérêt à continuer le dialogue politique, le dialogue en faveur de la paix. Et je pense que c'est dans l'intérêt des générations futures. Il faut préserver cette Côte d'Ivoire en paix. Donc voilà globalement tout ce que je traite dans ce livre. Il est plaisant à lire parce que, voilà, dans un français simple, on arrive quand même, surtout pour vous qui êtes de la diaspora, de comprendre tout ce qui a été fait ces 5 dernières années et qui donne une visibilité sur ce qu'on entend faire les 5 années qui viennent jusqu'en 2020. Et j'encourage tous les frères ivoiriens et non-ivoiriens à lire. Je pense qu'au forum, il y a beaucoup d'Américains qui ont demandé la version anglaise. Nous essaierons d'éditer une version anglaise, en anglais. Je pense que le livre, il permet quand même de comprendre l'environnement. Il permet aux opérateurs économiques de voir tout ce que le gouvernement a fait et continue de faire pour eux, pour leur permettre de venir encore en grand nombre pour investir en Côte d'Ivoire. Qui est l'éditeur? L'éditeur, c'est Armentan, Okay. Armentan en France, et le livre est sorti en octobre. Comment s'en procurer? Il est disponible en ligne. Okay. Et on n'a pas encore eu de contact pour des librairies ici, mais c'est en cours. Mais pour l'instant, le livre est disponible aussi bien en ligne, les liens Armentan, ou aussi d'autres liens de toutes les maisons en ligne. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme vous l'avez constaté, je recevais bien sûr dans nos studios M. Mohamed Younous, qui est écrivain, d'abord expert financier. Voilà, sachez tout simplement qu'il est né à Divo, et comme je dis, il est ivoirien, diplômé, expert en finance. Et puis, dans cet ouvrage, bien sûr, il fait un peu le bilan du président de la République et de son gouvernement. Il présente les actions menées par le gouvernement actuel quant au bon devenir, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Et c'est un monsieur qu'il faut supporter parce que c'est la génération aujourd'hui qui, selon sa vision, fait des analyses, bien sûr, sur les actions que pose le gouvernement actuel. Et sachez aussi, c'est vrai que pendant que M. Younous supporte le président de la République, il fait aussi des critiques. C'est ça surtout faire de la politique. C'est ça savoir critiquer. C'est dans ce sens-là qu'il vous exhorte à prendre le livre. Il est écrit dans un français assez simple, 130 pages. Je vous encourage à prendre le livre, à le parcourir, à le lire. Et puis pourquoi pas, si vous avez besoin des contacts de M. Younous, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui envoyer des emails et il vous répondra, à vos préoccupations. Le livre, c'est La Côte d'Ivoire en route vers l'émergence. M. Mohamed Younous,
Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. Conseil. Voilà, on espère que le livre va s'arracher comme de petits pains et que bien sûr on aura l'occasion de vous rencontrer encore très bientôt ici aux États-Unis pour poursuivre cette conversation que nous venons d'avoir. Merci et puis bon retour au pays et bon courage et on compte sur vous pour un bon devenir de notre très chère patrie. Merci beaucoup, M. Conseil. Voilà, merci bien. Voilà. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.